Je suis donc Marie-France Chatin, journaliste à Radio France Internationale, avec cette mission de modérer ou en tout cas d'accompagner les interventions pour cette première table ronde. À l'écoute de ce qu'ont dit Loïc Fauchon et Fadi Comer, nous avons bien compris que l'eau était un bien commun, d'une certaine manière menacé en Méditerranée. Quelques chiffres peut-être pour resituer le débat. Une région qui héberge près de 60% de la population mondiale et qui est faiblement pourvue en eau, c'est-à-dire dotée de moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Je parle sous le contrôle des spécialistes ici. Alors à cette faiblesse en disponibilité s'oppose une demande en eau en augmentation, notamment en raison, nous l'avons dit et entendu, de l'accroissement démographique. Tout cela dans un contexte de réchauffement climatique. Est évoquée une hausse de température de 2 à 4 degrés, parallèlement à une baisse de la pluviométrie de 4 à 30%. Urgence donc à trouver des solutions, mettre sur pied une gouvernance plus efficace, plus inclusive et avoir une vision stratégique de l'allocation de l'eau à ses différents usages. L'eau, on l'a compris, est la ressource la plus affectée par le changement climatique, considérée comme en étant le marqueur le plus évident. Elle a été négligée par la diplomatie climatique. Est-ce qu'elle est en train de prendre sa revanche, comme cela semble être le cas? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, on voit aussi des appels pressants pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies proclame l'eau comme un bien stratégique de l'humanité et non pas seulement une question de droits de l'homme. Qu'est-ce que cela changerait? 4 intervenants pour cette table ronde. Jean-Louis Guigou, juste à ma droite, qui est professeur des universités, président de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, l'IPMED. Miguel Garcia Herraiz, qui est secrétaire général adjoint en charge de l'eau et de l'environnement au sein de l'Union pour la Méditerranée. Michael Skoulos, président de GWP Med, qui est le Global Water Partnership, et Michel Devivo, secrétaire général de la CIGB, qui est la Commission internationale des grands barrages. Jean-Louis Guigou, depuis 1976, les problèmes de l'eau en Méditerranée sont au centre de nombreuses réflexions. Est-ce qu'on a pour autant avancé? Quels sont précisément les enjeux aujourd'hui liés à l'eau en Méditerranée et leur degré d'urgence? Quel état des lieux rétrospectif et prospectif pourriez-vous faire? Et où en est, au-delà de tout cela, le projet d'agence méditerranéenne de l'eau? Madame, merci infiniment. Mesdames, Messieurs, bonsoir et je vous félicite. J'aime beaucoup ces atmosphères où il y a des militants. Voilà, vous êtes des militants, vous n'êtes pas des spectateurs. Et je félicite Fadi Comer, je le connais depuis longtemps. Et il ne baisse pas la garde. Il est toujours présent. Mais j'aurais une pensée toute particulière pour Antoine Veil. Parce que chaque fois que je voyais Antoine, le mari de Simone, il me disait: Jean-Louis, passe un peu de ton énergie, donne-nous un peu de ton énergie pour que l'aménagement se fasse dans le Jourdain. Et cet homme y consacrait beaucoup de temps. Ceci étant, assez rapidement, Madame, vous avez insisté, 4-5 idées très rapidement. La première, oui, la situation est critique. La situation est critique. J'ai quelques chiffres, mais j'ai été surpris, sans être un spécialiste particulier de l'eau, mais j'ai été surpris de constater qu'à la COP 21 et à la COP 22, tous les pays du Sud avaient mis l'eau en priorité. Ils sont anxieux. Eux, Algériens, Marocains, Tunisiens, un peu moins les Algériens, parce qu'ils ont fait des efforts concernés, mais tous les pays du Moyen-Orient mettent l'eau en priorité. Et vous avez rappelé les chiffres, 280 millions de population dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, bientôt 360 millions en 2030, se partagent 1% des ressources en eau disponibles, alors qu'ils sont 4% de la population. Et donc, ça va mal se finir, cette histoire. Et donc, la première idée, j'en parlais avec Miguel Moratinos, avec Brice Lalonde, ce qui me gêne, c'est cette absence de prospective et d'anticipation. Les hommes politiques sont des court-termistes.
et ils vont d'élection en élection. Mais quid de 2020-2030? Et lorsque les Chinois critiquent la démocratie occidentale, deux critiques, ils disent les qualités pour être élu ne sont pas les mêmes que pour gérer. Et donc il suffit d'être un bon médiatique, Trump, et puis après on verra bien. Et puis la deuxième chose sur laquelle les Chinois sont très critiques sur la démocratie occidentale, c'est que tous nos élus sont court-termistes. Or la Chine travaille sur 20-30 ans. Pourquoi je deviens un petit peu monarchiste? Un petit peu. Je suis surpris de voir Sa Majesté le roi du Maroc travailler à 20-30 ans. Très bien. Et donc, l'absence de prospective m'angoisse. Aucune anticipation. La deuxième idée, très rapidement, c'est vous confirmer, vraiment vous confirmer, c'est l'ancien délégué à l'aménagement du territoire qui vous parle, c'est vous confirmer que l'espace pertinent, ce sont les bassins hydrologiques. Ces bassins, on les retrouve dans la vie quotidienne, on les retrouve dans les bassins d'emploi et on les retrouve dans les grands bassins hydrologiques. Et lorsqu'il s'est agi en France de réformer les appels des téléphones, je me rappelle très bien, on va discuter avec France Télécom, il me dit « Guigou, vous voulez 5 grandes régions ?» Oui, parce qu'il y a 5 grands fleuves. Mais il me dit « Oui, mais nous, on va diviser la France en 5 régions de taille équivalente. » Je lui dis « Vous faites une grande bêtise. » Mais ils ont sauvegardé le 04. Et le 04, c'est le couloir rhodanien. J'aime beaucoup cette notion de bassin. Et on la trouve au niveau le plus faible, les bassins de vie quotidienne, puis les bassins d'emploi, puis les bassins hydrologiques. Puis-je me permettre de vous donner cette citation que j'ai depuis longtemps en tête d'un géomètre qui suivait Napoléon, parce que Napoléon, dans ses épopées, était accompagné d'une cour de géomètres, de juristes, d'astrologues, etc. Et voici ce qu'a dit Pierre-Alexandre d'Alinthe en 1804, en pleine campagne de Russie. Un jour, sans doute, la division du globe en bassins remplacera cette foule de démarcations territoriales diverses et variables chez tous les peuples et dans chaque État, et dont l'incohérence revêt le vice fondamental, celui de n'avoir point de base avec la nature. Et donc, en tant que délégué, je me suis battu, et je ne cesserai pas mon combat, mais je l'ai mis un peu en retrait. Il faudrait que les cantons, il faudrait que les communautés de communes, il faudrait que les départements soient sur cette notion de bassin, et les grandes régions sur cette notion de bassin. C'est là, avec les comités de bassin et les agences de bassin, que l'on peut gérer démocratiquement les problèmes de l'eau. Mais bien évidemment, lorsqu'on aborde les bassins transfrontaliers, je laisse le soin à Fadi Commer de trouver des solutions, ça dépasse mes compétences. La deuxième idée, au-delà des bassins, la deuxième idée, c'est la gestion intégrée de l'eau. Vous mettez tous l'accent sur l'eau. Vous avez raison. Mais lorsque je suis avec Jean-Louis Borloo, pour avoir été à Alger la semaine dernière, il fait frissonner le monde, son auditoire, en parlant de la sécurité énergétique et en disant l'absence d'électricité en Afrique va nous amener des bouleversements considérables. Et donc, lui, il fait de la sécurité énergétique l'alpha et l'oméga. Mais lorsque je me trouve avec Henri Nallet et des ingénieurs agronomes, ils me disent « mais c'est l'alimentation ». Et donc le droit à l'eau, le droit à l'alimentation et le droit à l'énergie. Chers amis, mesdames et messieurs, je suis pour ma part convaincu que cette gestion de l'eau ne doit pas être dissociée de la gestion de l'énergie, de la gestion des déchets et de la gestion de l'agriculture. Et qu'au niveau local, les élus sont capables de trouver des solutions. La troisième idée, ce sont les bons acteurs.
Voici cette citation de Fernand Braudel. Pour préparer l'avenir, puisque l'avenir ne se prévoit pas, c'est la mort. Mais comment préparer l'avenir puisqu'il n'y a pas de prévision? Alors Fernand Braudel dit la chose suivante. Si j'étais chef d'un grand État, je travaillerais peu. J'analyserai les forces à l'œuvre et je faciliterai celles qui vont dans le bon sens. Et donc jouer au tiercé. Et donc, question que je vous pose, quels sont les acteurs les plus à même de se mobiliser au-delà de vous, députés, sénateurs, mais au niveau local, quels sont les acteurs les plus à même de se mobiliser? Je pense véritablement que c'est au niveau local qu'il va y avoir la révolution. C'est une discussion avec Jean-Louis Borloo il y a 2 ou 3 ans. Je le vois très pessimiste. Et je dis, Jean-Louis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, je suis inquiet. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'au niveau central, on ne prend pas les bonnes mesures et parce que les gouvernements ont peur de prendre les bonnes mesures, parce qu'ils ont peur de déplaire aux populations, et donc on risque d'évoluer vers des systèmes de type autoritaire, ou alors ça sera la révolte au niveau local. En un mot, je crois que les populations au niveau local ont une forte capacité de résilience et d'organisation. Et la dernière idée, IPMED a marqué un pas. Nous pensons avoir fait un progrès en considérant que la Méditerranée, c'est le bassin des bassins, que la Méditerranée, c'est le bassin versant de tous les bassins, le Pô, le Nil, qui viennent dans la Méditerranée. Et nous pensons qu'il faudrait passer d'une gestion administrative du pourtour de la Méditerranée, d'une gestion par la représentation des États, à une représentation comme dans les bassins, avec un comité de bassin représentant les usagers, les collectivités locales et les porteurs de projets, avoir un vrai comité de bassin pour la Méditerranée et avoir une agence de bassin. Je finis, les gens me disent, oui, c'est bien beau ton idée de la Méditerranée, bassin des bassins, mais comment vas-tu financer l'agence de bassin? Et voici notre innovation, je pense. On devrait y arriver. C'est grâce au financement innovant. Nous avons pu, et nous sommes toujours en train de poursuivre nos études à travers les transports maritimes de marchandises qui passent le canal de Suez, qui passent Gibraltar et qui passent le Bosphore, et qui ne s'arrêtent pas en Méditerranée, qui ne font que passer. Et nous sommes en train aussi de comptabiliser les transports de plaisance, les bateaux de plaisance. Mesdames et messieurs, avec des taxes, c'est-à-dire des financements innovants, directement affectés à cette agence de bassin, nous pouvons récolter une quinzaine de milliards par an. Il faut simplement, mais c'est assez compliqué, réformer le droit international parce que c'est la liberté de commerce. Mais je porte à votre connaissance qu'en Asie, il y a un détroit qui lui aussi est extraordinairement pollué. Et pour eux, la situation est intenable. Nous pensons qu'avec 2 ou 3 détroits, nous pourrions agir au niveau international pour modifier la législation concernant les bateaux qui font du transit et qui ne s'arrêtent pas et qui n'ont aucune valeur ajoutée. Il suffit, je m'arrête, combien coûteraient les bateaux qui viennent de Chine et qui seraient nécessairement amenés à passer par le sud de l'Afrique pour remonter à Amsterdam et de mettre un péage au canal de Suez qui serait une zone d'indifférence. Et nous faisons cela pour Gibraltar et pour le Bosphore. Mesdames, Messieurs, c'est une piste. Je vous remercie de votre attention et je vous félicite pour votre militantisme.